Les fans de physio, bon retour sur Verisme TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour des nouvelles vidéos autour de la physiologie. Alors oui, je sais, on est bientôt au mois de novembre et je suis en Marseille. Mais ça me donne l'occasion de vous dire à quel point je suis heureux de tout l'enthousiasme qu'il y a autour des conseils et de la découverte de la loi de l'Hormèse que j'essaye de transmettre sur Verisme TV à travers les vidéos et les stages. Et là, il y a de plus en plus de gens qui m'envoient des photos d'eux qui sont en short ou en t-shirt alors quand il commence à faire froid. Et ça m'a donné l'idée, je l'ai balancé déjà dans une newsletter là. Ça m'a donné l'idée de lancer un défi cet hiver. Ce serait le défi hiver sans pantalon avec le hashtag hiver sans pantalon. En fait, on passerait l'hiver en short avec les jambes à l'air libre, ok? Donc short, pantacourt, ce que vous voulez, mais pas de pantalon. C'est le défi de l'hiver. En haut, vous vous couvrez comme vous voulez. Vous mettez un pull, vous mettez une veste, vous mettez ce que vous voulez. Évidemment, je vais vous recommander de vous couvrir un petit peu plus, mais avec ce hashtag-là, on essaye de se challenger et on essaye de faire travailler sa physiologie. De se rendre compte à quel point faire de la chaleur à l'intérieur du corps, en fait, cette thermogénèse, elle s'entretient toute l'année. C'est pas seulement faire des douches froides ou des bains froids, c'est au quotidien s'exposer à un petit inconfort au niveau de la température. Et de toute façon, il n'y a pas de risque, puisque si on a froid, on se couvre le haut du corps, qui est le plus important, puisque c'est là où il y a les organes nobles, on va dire, le plus important, le noyau, quoi, le cœur, le foie, etc. Là où les jambes, vous allez voir, les laisser à l'air libre et petit à petit changer votre physiologie. Alors pour tous ceux qui se lancent dans le défi, hashtag hiver sans pantalon, tout attaché, ou hashtag mettez les deux, hashtag défi H4H, voilà, sur les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, allez-y. Et partagez-moi vos photos, ça va être rigolo. Mais au-delà de ça, on va faire aujourd'hui une vidéo sur la cellule, et c'est en fait un nouveau cycle de vidéos. Aujourd'hui, on s'attaque à la membrane plasmique qui va sans doute être en deux parties. Parce que la vidéo sur le cancer vous a énormément plu. Merci encore pour vos retours. Mais il faut que j'explique un petit peu plus ce qui se passe au niveau cellulaire et comment ça se passe. Comment les cellules se comportent, quels sont les organites qui rentrent en jeu, les processus à l'intérieur même de la cellule. Quand je parle du noyau, des gènes, de l'ADN, pour certaines personnes c'est un peu nébuleux encore tout ça, donc je veux rentrer dans les détails. Et cette vidéo elle fait un petit peu suite à la vidéo que j'ai faite sur l'autophagie il y a quelques temps, où j'expliquais déjà le rôle des organites, c'est-à-dire les organes à l'intérieur même de chaque cellule, à quoi servent les mitochondries, à quoi servent les appareils de Golgi, etc., etc. Donc je vous renvoie sur cette première vidéo, l'autophagie. Et maintenant on s'attaque vraiment à décortiquer la cellule en tant que telle, avec en première partie la membrane plasmique qui est très souvent reléguée et oubliée. On s'attaque vraiment, d'abord, on parle des mitochondries, du noyau parce qu'il a l'ADN, etc. Et on oublie en fait l'enveloppe même de la cellule qui a un rôle en fait primordial. De plus en plus, la recherche au niveau de l'épigénétique avance et grâce notamment à Bruce Lipton ou d'autres chercheurs, on se rend compte que c'est surtout les interactions entre les êtres déjà à notre échelle, mais aussi ceux qui nous composent, les cellules, qui font la vie, qui font le vivant. Et même à l'échelle atomique, c'est depuis la découverte du boson de Higgs, on se rend compte que c'est surtout l'histoire d'interaction entre les particules élémentaires qui font l'énergie et la masse. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais on va en reparler soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine. Donc notre bicouche, notre double couche qui englobe la cellule, j'ai dessiné ici donc les deux traits verts qui forment la membrane cellulaire de 3 cellules ici, et je l'ai zoomé ici. Elle représente vraiment ce qu'on appelle une mosaïque fluide. Une mosaïque fluide parce qu'elle va évoluer sans cesse dans le temps. Cette membrane cellulaire, elle est changeante. Et elle est composée d'énormément de choses, mais en grande partie par 2 couches de phospholipides. Donc c'est les petits bonhommes que vous voyez alignés ici et alignés là en vert. Il y en a certains qui ont les jambes vers le bas et d'autres ils ont la tête en bas et les jambes vers le haut. Et tout le monde se regarde comme ça.
En fait, c'est super ingénieux, comme toujours. C'est composé ici, hein, j'ai agrandi les bonhommes. Ils ont une tête avec des phosphates, donc c'est pour ça qu'on dit phospholipides. Et ils ont deux acides gras, ils ont un corps de glycérol et deux acides gras qui partent et qui forment les jambes. Donc c'est pour ça qu'on dit phospho et acides gras lipides, phospholipides. Et cette tête composée d'un groupement phosphate, elle est chargée, elle est chargée électromagnétiquement, donc elle représente un pôle, on dit que la molécule est polaire, et elle est hydrophile. Par contre, au niveau du gras, évidemment, c'est hydrophobe, hein, logique. Donc ce qui fait que, automatiquement, cette architecture va prendre place. C'est-à-dire, la tête va regarder l'extérieur vers le liquide interstitiel, puisque ce liquide interstitiel, donc, dans lequel baignent les cellules, c'est un liquide aqueux. Hein. C'est pour ça que je dessinais une goutte d'eau là, c'est que c'est de l'eau. Et pour faire barrière, pour faire résistance, évidemment, il faut lui opposer quelque chose qui soit hydrophile. Hein. C'est ça qui va être intéressant pour faire les échanges après, etc. Par contre, là, le bas, évidemment, les queues qui sont hydrophobes, elles regardent vers le bas, elles ne veulent surtout pas regarder vers l'eau. Hein. Elles sont hydrophobes. Donc elles regardent vers le bas. Et la même configuration va se passer du côté de l'intérieur de la cellule, puisque l'intérieur de la cellule, le cytoplasme, c'est aussi un milieu aqueux. Donc, les jambes de gras, elles regardent dans le sens inverse, évidemment, et les têtes qui sont hydrophiles, elles regardent vers l'eau. Donc, ce qui fait que cette double couche-là, cette membrane, elle a une architecture très cohérente, et en plus de ça, il y a, vous voyez, une jambe qui est tordue et une jambe qui est droite. Alors, c'est pas qu'elle s'est cassé le ménisque, c'est qu'il y a un acide gras qui est insaturé et un acide gras, la deuxième jambe, qui est saturé. Alors, ce que ça veut dire, les acides gras, vous les rencontrez dans la vie de tous les jours, quand on vous dit qu'il faut manger des bonnes huiles ou des bons lipides insaturés, saturés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lipides, ce sont, comme les glucides, des chaînes de carbone. Donc, vous avez des atomes de carbone qui se tiennent la main, et quand c'est saturé, les atomes de carbone se tiennent tous la main. Quand c'est insaturé, il y a un atome de carbone qui pourrait donner la main facilement, lâcher la main de son copain et la donner à quelqu'un d'autre. Okay. Donc très facilement, la molécule de lipide va être changeante, va pouvoir évoluer en 3 dimensions et être malléable. C'est pour ça que les acides gras saturés, ce qu'on rencontre dans le commerce et dans la vie de tous les jours qui est le plus saturé, c'est la graisse de coco. La graisse de coco, à température ambiante, sauf en été quand il fait très chaud, elle est figée, vous voyez, elle est dure. Parce que c'est saturé, hein, ça ne bouge pas, les molécules sont crispées. Alors qu'une huile très insaturée, l'huile de noix, l'huile de chanvre, etc. Là par contre, ça va être très instable, et très instable aussi à la température. C'est pour ça qu'il ne faut jamais cuisiner avec huile insaturée. Donc ne faites pas chauffer vos huiles végétales. Hein. Sauf l'acide gras, sauf la graisse de coco par exemple, ou l'huile d'olive qui sont relativement bien saturées. D'ailleurs, l'huile d'olive a une composition qui est très proche de ce format de notre bicouche de phospholipides. Bref. Ce qui fait que, ayant une jambe tordue et l'autre droite, tous nos bonhommes alignés là de phospholipides, ils vont pas s'amalgamer, ils vont pas s'entrecroiser. Chacun va pouvoir trouver sa place et ça va donner la fluidité à la membrane, un facteur qui est très important. Ce qui donne aussi de la fluidité à la membrane, c'est le cholestérol. Le cholestérol que j'ai représenté ici, là, en rouge, qui représente à peu près 20% de la masse des lipides présents dans la membrane. Parce qu'il est aussi polaire, parce qu'il contient, il a une certaine structure, il va se caler entre les acides gras saturés et insaturés, et il va assurer la stabilité, la fluidité et la mobilité de la membrane. Donc le cholestérol est hyper important à l'intérieur même aussi de la membrane. Et puis là, vous avez en bleu les protéines membranaires. Alors, les protéines membranaires représentent 50% de ce qu'on peut retrouver dans la membrane. Et il y a deux types, grosso modo, hein, de protéines dans la membrane. Il y a les protéines dites intégrales,
qui sont, par exemple, représentées ici. Ça veut dire qu'elles sont à la fois du côté du cytoplasme et du côté du liquide interstitiel. Et elles aussi présentent des pôles hydrophobes hydrophiles, ce qui permet d'interagir avec les acides gras et avec les milieux environnants. Et ces protéines intégrales qui traversent l'intégralité de la membrane, ça peut servir de canal, ça peut servir certains canaux pour faire entrer des ions. Je vous en ai beaucoup parlé dans le système nerveux, les neurones qui font rentrer du potassium, du sodium, du calcium, etc. Ça peut servir de transporteur aussi, s'acoquiner avec une autre molécule pour la transporter à l'intérieur de la cellule. Ça peut servir d'enzyme, donc de catalyseur de réaction biochimique. Ça peut servir aussi de récepteur. On l'a vu dans le système hormonal, je vous disais, les cellules, elles ont comme des boîtes aux lettres à hormones. Il y a des hormones, il y a l'adrénaline, il y a l'insuline, il y a peu importe, des hormones qui se trimballent dans le sang. Et les protéines vont servir de boîte aux lettres, de récepteur. Mais voilà, ça peut être un autre rôle des protéines dites intégrales. On va rentrer dans plus de détails dans les prochaines vidéos de chaque rôle de protéines, etc. Mais retenez simplement ces grandes lignes, c'est déjà bien. Il y a des protéines aussi qui sont dites périphériques. Par exemple, il y en a une ici, on aurait pu la mettre à l'extérieur aussi, et qui, elles, sont plus détachables, moins ancrées dans la membrane. Elles vont être reliées au filament du cytosquelette, et tout comme les protéines transmembranaires aussi, Bruce Lipton compare la double membrane à une peau, à notre peau. C'est-à-dire, notre peau, elle est dans le feuillet embryonnaire, elle est tout de suite reliée au système nerveux, dans le développement du bébé. Et nous, à notre échelle, vous touchez votre peau, vous envoyez tout de suite un signal à votre système nerveux. C'est tout de suite relié. Comme s'il y avait une architecture, les fondations de votre maison, quand vous touchez le mur, vous touchez, évidemment, vous faites vibrer, d'une certaine manière, les fondations même de la maison. C'est exactement pareil au niveau de votre peau et de votre système nerveux, et c'est exactement pareil au niveau de la membrane. C'est-à-dire, tout ce qui va mécaniquement toucher une protéine, ou en particulier les protéines, mais aussi tout ce qui compose cette mosaïque fluide, va envoyer des signaux à l'intérieur même de la cellule, puisque c'est relié à un espèce de squelette, le cytosquelette de la cellule même. Donc c'est vraiment, il faut voir ça comme une peau dans le sens protection, une membrane qui protège des éléments extérieurs et qui retient l'intérieur, mais aussi un lien direct avec un système d'information comme notre système nerveux à l'intérieur de nous. Donc, les protéines périphériques peuvent être des enzymes aussi, des rôles, des fonctions mécaniques. C'est elles qui vont permettre notamment de s'acoquiner, de se tenir avec les autres cellules qui sont environnantes. On a dans la membrane lipidique des radeaux, ce qu'on appelle des radeaux lipidiques, qui représentent 20% des lipides de la membrane, et qui sont considérés comme des plateformes où en fait s'agglomèrent et se rassemblent les protéines, tout ce qui est les récepteurs, bref, c'est des lieux qui sont plus fixes et moins changeants que les autres parties, molécules composant la membrane. C'est pour ça qu'on dit que c'est des plateformes, c'est qu'elles vont pas trop évoluer dans le temps. Elles vont rester fixes à un certain endroit, alors que les protéines, le cholestérol, certaines molécules qui sont présentes à l'intérieur de cette bicouche, elles vont pouvoir évoluer de manière latérale, elles vont pouvoir bouger, se déplacer petit à petit, elles ne vont pas faire des bonds de géants. Par contre, elles vont avoir du mal à passer de la couche du haut à la couche du bas, évidemment parce qu'il y a des interactions polaires et hydrophobes, hydrophiles. Donc voilà, si elles sont en haut, elles restent en haut, si elles restent en bas, elles restent en bas, en termes généraux, mais elles peuvent se déplacer à gauche et à droite. Par contre, les radeaux lipidiques, qui sont tels des plateformes, elles sont beaucoup plus fixes, et c'est pour ça que certaines protéines et certaines molécules vont aller dessus pour se concentrer et faire les réactions biochimiques qu'on verra par la suite. Et puis on a un truc super intéressant, c'est le glycocalyx. C'est derrière ce nom rigolo de mascotte de foot, c'est en fait des architectures de glucides accrochés à des protéines. Donc
En gros, c'est autour de vos cellules, il y a une espèce de nuage de barbe à papa, de sucre en fait, qui entoure chacune de vos cellules. Et ce nuage de sucre, il est chargé électromagnétiquement, il est négatif, pour repousser les ions positifs, pour laisser la membrane avec une charge négative. Je vous ai parlé du boson de Higgs tout à l'heure, ça rejoint le concept. Alors, boson de Higgs, ça a été une grande découverte dans le monde de la physique et dans le monde scientifique, tout simplement. Ça rejoint le concept de champ scalaire. Alors, les champs scalaires, c'est quand vous regardez la météo et qu'on vous montre la carte de France avec des zones rouges et des zones bleues de température, par exemple une zone rouge à 20 degrés et une zone bleue à 15 degrés, voilà, vous avez des taches de couleur comme ça c'est un champ scalaire. Il est défini par une donnée et géographiquement concis, quoi. Circoncis. Et par contre, un champ qui est dit vectoriel, lui, il a une direction. Par exemple, le vent, le Mistral, ils vont vous mettre sur la météo, ils vont vous mettre une flèche. Donc ça va vous donner une vitesse, par exemple, du vent et une direction. Ça, c'est un champ vectoriel. Là, on a des champs scalaires, c'est-à-dire, quand je vous ai parlé du neurone, je vous ai dit, au niveau de la membrane, il est légèrement électronégatif, hein, moins 70 millivolts, moins 90 millivolts, légèrement électronégatif, mais c'est localisé. C'est un champ scalaire au niveau de sa membrane. Okay, c'est des bandes comme ça d'électromagnétisme. Et c'est l'entrée des ions positifs, potassium, calcium, sodium, qui vont augmenter le voltage, et qui vont le faire passer à moins 70 millivolts par exemple, et changer en fait donc le champ scalaire. Hein, il va devenir un peu plus positif. Là, c'est exactement pareil. C'est extrêmement important de pouvoir repousser les ions positifs en dehors et accepter que certains ions dont on a besoin pour la vie cellulaire. Ce qui nous renvoie évidemment à toutes les ondes qui nous entourent actuellement. Le fait qu'on n'ait plus le contact avec la nature, et vous savez à quel point la nature est chargée d'ions négatifs, hein, dans l'air, dans la terre, qui se dégagent des arbres, etc. Donc on fout en l'air un petit peu toute la configuration naturelle de la cellule. Donc il faut faire gaffe, évidemment, maximum contact de la nature et éviter tout ce qui est ondes, Wi-Fi, etc. Pour pas laisser, notamment au niveau des neurones, ça laisse les canaux transmembranaires ouverts, les canaux à calcium, et donc le calcium rentre dans les neurones, et les neurones relâchent les neurotransmetteurs alors qu'ils ne devraient pas. Bref, voilà. Le glycocalyx, il sert d'isolant, hein, comme une gaine isolante, bon, je viens de l'expliquer. Il est collant aussi, donc il va pouvoir, les cellules vont pouvoir se coller entre elles, très important. Et c'est la carte d'identité, c'est-à-dire, c'est grâce à ça qu'ils vont se reconnaître. Notamment, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est entre autres une des façons de reconnaître la cellule qui est environnante. C'est comme ça que le spermatozoïde reconnaît l'ovule. C'est comme ça, c'est le glycocalyx qui permet de définir les groupes sanguins. C'est grâce au glycocalyx que le système immunitaire, nos globules blancs vont pouvoir reconnaître une bactérie, un virus, quelque chose du non-soi ou quelque chose du soi. Donc le glycocalyx est hyper important. Je peux que vous encourager à ouvrir un livre de physio pour plonger un peu plus dans les détails de tout ça. On va le faire par la suite, ne vous inquiétez pas. Et de lire les bouquins notamment de Bruce Lipton, qui travaille beaucoup sur la membrane cellulaire et à quel point c'est essentiel dans tous les phénomènes génétiques et épigénétiques. Hein, toutes les informations qui vont arriver au niveau de la membrane et qui vont pénétrer à l'intérieur de la cellule, comme on va le voir dans les prochaines vidéos, et qui vont influencer l'expression même de nos gènes. Bon, ça fait une bonne vidéo tout ça. Je voulais faire le lien avec la vidéo sur le cancer, la dernière vidéo, parce que c'est notamment au niveau de ce glycocalyx, de cette carte d'identité, que certaines cellules cancéreuses vont arriver à se camoufler par rapport aux cellules immunitaires, hein, et camoufler leur identité, et passer outre la police. Donc voilà, je pense que si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le cancer, allez la voir, et ceux qui l'ont déjà vu, je pense que là, ça commence à faire un peu plus sens. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la membrane.
Pour terminer, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être que ça prendra 3 vidéos de tout couvrir au niveau de la membrane, mais c'est vraiment un point clé, un constituant essentiel de notre cellule, afin de comprendre comment, quand ça marche bien au niveau cellulaire, on est en bonne santé, et dès qu'il y a une perturbation au niveau de notre homéostasie, au niveau de notre santé, pour dire avec des mots plus simples, au niveau cellulaire, c'est obligatoire qu'il y a une déstabilisation également. Donc comprendre ça, c'est comprendre votre santé à votre échelle. On vous laisse là-dessus. Allez, à bientôt et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous et dans vos cellules.